Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée aux pensées poétiques de Hölderlin. Je propose aujourd'hui de lire les 5 derniers vers de la deuxième strophe de Comme lorsqu'au jour de fête de Hölderlin. Histoire de bien l'avoir à l'oreille, écoutons encore la traduction qu'en donne Jean-Pierre Lefebvre dans son anthologie bilingue de la poésie allemande, parue dans la collection de la Pléiade. C'est pourquoi, lorsqu'elle semble à certaines saisons endormie dans le ciel ou parmi les plantes ou les peuples, le visage des poètes aussi est attristé. Ils semblent être seuls, mais ils continuent de pressentir, car elle-même aussi repose dans cette prescience. Dans mon propos de la dernière fois, il était question d'approcher ce que Hölderlin appelle beauté. À ce propos, j'ai pu dire qu'elle vient avec le pressentiment ou la prescience de ce qui apparaît avec les extrêmes, dès lors que ceux-ci se présentent l'un avec l'autre et en même temps, c'est-à-dire dans l'intervalle du temps du même. C'est ainsi que s'entend la dimension métaphorique du poème qui produit la différence autre-mêmement. Se répétant dans cet intervalle de temps du même, le signifiant devient différent de lui-même. On peut dire que, libéré de son référent, il accède alors à sa duplication évidée. En ce sens, le poème de Hölderlin témoigne de ce qui advient à partir de ce qui vient. La duplication advient à partir de ce qui vient comme simplicité. Depuis l'espace de disjonction et de différenciation en mouvement, dont j'ai parlé la dernière fois, la représentation du 1 débouche sur le 2, alors pensé comme trait unaire, à savoir un trou d'où peut jaillir l'inouï du sacré en 2 mots. Aussi, le poème montre la présentabilité de l'absence dans la représentation signifiante. Comment l'entendre ici ? La nature, en tant qu'elle est la mise en présence de la présentabilité, est annoncée par les dieux dans leur apparition pour ce deux de la duplication, à savoir l'apparition dans le présent du mode d'apparaître inhérent au sacré en devenir. À travers son poème, Hölderlin accomplit un passage tout à fait essentiel. Il traduit une trajectoire signifiante qui va de la nature, telle qu'introduite par les premiers penseurs de l'Antiquité grecque avec la notion de physis, à une nature qui devient autre qu'elle-même, à savoir une nature omniprésente selon le sacré, qui se révèle intouchable, qui contient l'idée d'entièreté et qui tient en balance l'opposition des contraires extrêmes. Non seulement il n'y a pas de Dieu sans l'omniprésence, mais bien plus, les dieux découlent de la nature en tant qu'omniprésence sacrée. En termes psychanalytiques, je propose de l'entendre ainsi. C'est à la condition de s'engager dans la contradiction inhérente au signifiant lui-même, dans la structure signifiante en mouvement, que peut se rencontrer le réel comme impossible. Et les poètes dans tout cela. La nature, puissante parce que divinement belle, entoure les poètes, dit Hölderlin. Le poète se tient dans les bras légers de l'omniprésence. Le poète est poète de faire le geste de porter la parole de la nature, laquelle nature lui prête le creux de son bras. Il faut faire remarquer
qu'il ne s'agit pas de porter la parole sur la nature comme le ferait un poète romantique, mais bien plus fondamentalement de porter une parole qui nous mette en présence de la nature en vue de ce qu'elle annonce. Cela revient à répondre en retour aux signes des dieux, selon d'une part le sacré dont découle le divin, et selon d'autre part ce qui est en devenir, à savoir le sacré en deux mots. Cette introduction dans les bras de la divine et belle nature, dit Heidegger, place les poètes dans le tréfonds de leur essence, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus profond, à savoir l'abîme. Il précise encore, une telle mise en place est éducation. Et en effet, cette disposition donne aux poètes les moyens propres à former ce qui s'y développe. Là réside le destin du poète. Nous pourrions penser que dormir est une manière d'être ailleurs ou absent, ou plus exactement, une façon de ne pas y être. Mais il faut bien préciser, en apparence seulement. Au plus haut de la nuit, la nature semble s'être retirée tout à fait. Seul veille le poète, la mine attristée, retiré lui aussi dans ce qui s'apparente à une sombre solitude. Mais il faut faire remarquer que Hölderlin accentue grandement cette dimension de l'apparence dans son poème. La nature semble endormie, tandis que les poètes semblent seuls ou abandonnés. Sembler est un mot qui rassemble des acceptions tout à fait essentielles au faire poétique. Il désigne une unité formée à partir du rassemblement d'un laisser apparaître. C'est ainsi qu'en semblant, quelque chose qui se tient d'un seul tenant présente telle apparence pour autre chose. Aussi, sembler comprend tout à la fois l'idée du même selon la différence, comme nous l'avons vu, la dimension de la métaphore et enfin le mode d'apparition de l'apparaître. Quand Hölderlin dit que la nature et les poètes semblent endormis, il ne faudrait pas croire pour autant que rien ne se passe. Je propose d'entendre les choses ainsi. C'est en semblant dormir, c'est-à-dire en dormant vraiment, en allant jusqu'au sans fondement du rêve, que se rencontre le cœur de l'éveil, où se réalise la résonance, une lueur avenante pour une aube peut-être. Au-delà ou en deçà de ce qui se donne à voir, les poètes continuent de pressentir. De la même façon, la nature se tient dans une prescience. Pressentir et prescience sont des termes très voisins. L'un dit le fait d'avoir confusément conscience d'une chose présente qui n'apparaît pas clairement, de l'entrevoir, tandis que l'autre désigne une connaissance antérieure à l'étude, à l'éducation, à toute approche dogmatique qui se présente comme un savoir établi. À la réflexion, le mot intuition au sens kantien du terme conviendrait tout aussi bien. Il y a en effet du non raisonné dans ce que retient le poète quand il est confusément confronté à ce qui n'apparaît pas distinctement. Le poète repose sur ce qui ne se sait pas, mais pas sans pressentir, c'est-à-dire pas sans se forger une idée pour appréhender l'expérience de répondre à l'appel de la nature. D'une certaine manière, le site du poète se trouve dans la présence inapparente et continue de la nature, là où se forme ce qui ne se sait pas et ne se pense pas. Et Heidegger de questionner Hölderlin. Comment la nature pourrait-elle prendre l'apparence de ce qui est absent si elle ne déployait pas sa présence dans les célestes, dans la terre, et dans sa croissance, dans les peuples et dans leur histoire? Il m'a fallu relire plusieurs fois cette question.
J'en dirai ceci. La nature est nature de se maintenir hors représentation, d'être non-être depuis le logos grec. Cette nature, en tant qu'absence absente de toute représentation, a néanmoins besoin du support métaphysique de la représentation pour être non-être selon le logos. Lacan a insisté pour dire que le langage est la condition de l'inconscient. De la même manière, dans la mesure où la métaphysique introduit la question du sens de l'être, nous pourrions dire que la métaphysique est la condition de ce que Hölderlin nomme nature, en tant que non-être pour dire son propre déploiement, à savoir l'ouverture de la dimension du sacré en deux mots. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite du dialogue avec le texte psychanalytique et à dans 15 jours pour la suite de À l'écoute du pensée poétique. Au revoir.